Je te propose ici une première approche de la notion mathématique de dérivée. Alors, la dérivée est une notion extrêmement importante, c'est un outil mathématique qui est utilisé de manière universelle dans le domaine des sciences, il permet de résoudre une multitude de problèmes, et c'est donc une séquence très importante. C'est aussi une séquence qui est très longue, donc je vais te demander du courage ici. Essaye d'être attentif jusqu'au bout, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un concept qu'il est vraiment utile de connaître. Donc voilà, la dérivée en fait elle est donnée ici, c'est la notation de la dérivée. Alors puisque tu regardes cette séquence et que tu ne connais pas encore ça, voilà, tout ce que tu vois ici c'est que ça concerne les fonctions, la fonction que j'ai représentée ici, f de x, j'ai représenté ici un graphe de fonction quelconque. Rappelle-toi, une fonction mathématique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un concept mathématique qui permet d'exprimer un lien entre deux grandeurs, la grandeur f et la grandeur x qui est reportée ici pour former ici le graphe. Ceci montre effectivement que la grandeur f dépend de x puisqu'on a différentes valeurs ici de f en fonction de x. Alors f pourrait par exemple être la hauteur du soleil au cours du temps dans la journée. Si x représente l'heure qu'on mesure sur sa montre et f représente la hauteur du soleil, on aura une courbe qui pourrait être à peu près ceci avec le maximum qui est obtenu ici vers midi. Voilà. Alors ce genre de graphe ici montre que la manière dont f évolue avec x dépend de x, de la valeur de x elle-même. On voit que pour les petites valeurs de x ici, on a une dépendance qui est assez forte puisque la pente de la courbe ici elle est importante. On voit qu'une petite fluctuation de x va engendrer une grande variation de f. Alors qu'ici, dans cette zone-ci de x, des fluctuations de x n'engendrent que des fluctuations tout à fait négligeables de la fonction f ici puisqu'on se déplace horizontalement ici sur la courbe. Et ça, c'est lié à la notion de dérivée. La dérivée traduit précisément cette notion de sensibilité des fluctuations de f en fonction des fluctuations de x. Et donc la dérivée en fait représente tout simplement la pente de la courbe. J'ai représenté un point ici. En ce point, j'ai dessiné ici une droite qui est tangente à la courbe. C'est donc une droite qui a la même pente que la courbe ici, en ce point jaune. Et donc, on peut montrer que la dérivée en fait traduit cette pente. Quand la dérivée est nulle, ça veut dire que la pente est nulle ici, on se déplace horizontalement. Voilà, donc ça c'est une brève introduction. On voit que la notion de dérivée finalement est associée à la notion de taux de variation de la grandeur f en fonction de la grandeur x. Quand le taux de variation est important, la dérivée est importante, la pente est importante. Si elle n'est pas importante, ça veut dire que la pente ici est à peu près est proche de 0, la dérivée étant proche de 0. Ça veut dire que le taux de variation de f en fonction de x ici, les petites fluctuations de x, n'engendrent que de faibles variations de f. Le taux de variation de f est très faible. Voilà, donc la notion de dérivée a à voir donc avec cette notion de taux de variation. Alors, un taux de variation d'une grandeur quand x est le temps, ce sera tout simplement une vitesse de variation. On va parler de vitesse. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que je vais te présenter la notion de dérivée. Pour introduire la dérivée, je vais prendre pour x ici le temps, et f sera tout simplement la position d'un mobile le long d'une trajectoire rectiligne ici, c'est la petite coccinelle ici qui va se déplacer sur ce bâton rectiligne. Alors je vais repérer donc la position de la coccinelle. Pour ça j'ai besoin d'un axe que je vais appeler l'axe Y. Bien souvent on choisit la lettre Y pour repérer la position verticale dans un système. Donc voilà, c'est ce que je fais ici. J'ai donc un axe ici gradué en centimètres, c'est bien adapté à la coccinelle ici. Et la position de la coccinelle va porter le nom de y. Y, ce sera la variable qui traduit donc la position de la coccinelle. Voilà, alors la coccinelle va partir de 0 ici, voilà, j'ai mis le 0 ici au niveau du départ, et la coccinelle se déplace. Voilà, avec le temps, il y a donc un changement de position, et y devrait être vu tout simplement comme étant la distance parcourue par la coccinelle. Cette distance, au départ elle était petite, elle a grandi jusqu'à arriver ici à la valeur finale, qui est proche de 3 cm. Et donc y a évolué avec le temps. Y est bien une fonction du temps. Alors voilà, c'est bien ça que je vais faire, donc c'est étudier les fluctuations ici de y avec le temps. Donc j'ai besoin de mesurer le temps, pour ça je prends un chronomètre et je vais
dessiner ici l'axe horizontal pour obtenir directement le graphe de la fonction y du temps t. Tout simplement. Donc pour ça, je vais remettre la coccinelle à 0 ici, et maintenant je vais la faire bouger, et on va voir qu'elle va suivre un mouvement un petit peu plus fantaisiste ici. Hein, voilà, elle commence par monter, et puis elle arrive à redescendre un petit peu pour remonter de nouveau, et voilà, elle s'arrête à peu près passé 8 secondes ici. Elle s'est arrêtée, et on a donc ici la représentation graphique du mouvement de la coccinelle. On peut dire mathématiquement que c'est le graphe de la fonction y de t, t représentant le temps ici, qui est exprimé ici en secondes. Hein, c'est aussi adapté bien sûr au mouvement de la coccinelle. Voilà. Alors, voilà, ceci, je le disais, c'est le graphe de la fonction y de t. Je vais donc parler bien de fonction. La fonction y de t est notée comme ceci. Et je suppose pour la suite, ceci est très important, que je connais cette fonction y de t. Je connais la position de la coccinelle ici pour tout temps sur l'axe des temps ici. Par exemple, cette fonction-ci n'est pas incompatible avec une expression comme celle-ci, qui est une expression polynomiale ici, où on voit apparaître les puissances de la variable temps. Et c'est donc un exemple de fonction y de t. Alors bien sûr, je ne vais pas du tout m'intéresser à cette fonction-là en particulier. Hein. Si je te montre ça, c'est juste pour que tu comprennes que je suppose connaître la fonction y de t. Alors voilà, ceci maintenant étant dit, je peux simplifier les notations. Hein. Je vais abandonner ici les nombres et les unités. Je vais représenter la fonction y de t de manière assez abstraite ici, juste par son graphe. Voilà. Alors, voilà, supposant connaître la position pour tout temps, c'est bien de ça que je pars, est-ce que je suis capable de connaître maintenant la vitesse de la coccinelle pour tout temps? C'est la question qu'on se pose, hein, et tu comprends pourquoi je me pose cette question, tout simplement parce que V ici représente le taux de variation de la grandeur Y en fonction du temps. La vitesse, c'est bien ça, c'est bien le taux de variation de la distance parcourue en fonction du temps. Et donc, ce sera forcément lié directement à la pente de la fonction ici, et aussi, bien sûr, à la dérivée de la fonction y de t. Voilà. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Alors, on dit vitesse instantanée parce qu'on l'a ici à un temps précis, bien donné. Hein, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai noté ici v de t, c'est bien une fonction que je recherche, la fonction qui sera la dérivée de la fonction y de t. Et je l'appelle donc v de t. Alors, c'est bien une fonction, hein, je représente le temps t ici pour une valeur, mais en fait, ce que je recherche bien, c'est v de t pour toute valeur du temps. Hein, je peux considérer ici toute valeur du temps, c'est bien une fonction que je recherche. C'est la fonction qu'on va appeler donc la fonction de vitesse instantanée, puisque je connais la vitesse en un temps donné, à un instant donné. Alors, on l'appelle vitesse instantanée par opposition à la notion de vitesse moyenne que tu connais bien. Hein, pour avoir la vitesse moyenne de la coccinelle ici, hein, pour passer de 0 ici à y, il suffit de prendre cette distance y et de la diviser par le temps mis pour parcourir cette distance. Comme on est parti du temps t égale 0, voilà, je suppose que la position finale de la coccinelle ici a été atteinte au bout d'un temps que je vais appeler tf. Alors f est là pour finale, bien sûr, ça correspond à la position finale. Alors, si je divise y par ce temps tf, forcément, j'ai la distance divisée par le temps mis pour parcourir cette distance, c'est forcément la notion de vitesse. Alors, je vais reporter ça sur le graphe. Hein, la distance parcourue, c'est ici, au point final, donc le temps tf, c'est bien le temps qui est indiqué ici avec la double flèche noire qui est ici. Donc voilà, si je divise y par tf, je vais obtenir la vitesse. Alors avant de le faire, je vais insister sur le fait que je travaille sur des fonctions, et c'est donc bien ici y de tf que je vais diviser par tf. Et voilà, hein, ceci est clairement une vitesse moyenne. Hein, c'est la vitesse moyenne de la coccinelle, c'est en particulier juste un nombre qui ne renseigne absolument pas de la vitesse instantanée par laquelle la coccinelle est passée. Hein, ce nombre ne renseigne absolument pas du fait qu'ici au départ, elle a une vitesse qui est importante, hein, la pente ici est grande, et puis elle a annulé sa vitesse, elle a fait demi-tour, la vitesse ici est négative, comme on le verra tout à l'heure, et ici, elle est de nouveau positive. On ne voit absolument pas ça dans ce rapport de y de tf sur tf.
Hein, donc, pour te prouver ça, ben, il suffit de prendre le mouvement d'une autre coccinelle. Hein, je vais prendre une deuxième coccinelle qui se déplace avec la même vitesse moyenne, c'est-à-dire qui arrive ici exactement au même point du graphe ici. C'est-à-dire que pour le temps TF, elle aura parcouru la même distance Y de TF. Et je vais faire ça pour une coccinelle, cette fois-ci, qui se déplace à vitesse constante. Hein, cette deuxième coccinelle est beaucoup moins fantaisiste, elle avance à une vitesse pile poil constante, et donc ici le taux de variation de Y en fonction du temps est constant. Ça veut dire que la pente est constante. Et on voit que ce graphe particulier ici, à la même vitesse moyenne, puisque j'arrive à la même distance sur la même durée TF. La distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir, il n'y a rien à faire, ce sera toujours la vitesse moyenne. Et on voit que les deux coccinelles, ici, ont tout simplement les mêmes vitesses moyennes. Mais comme la coccinelle ici, la deuxième coccinelle avait une vitesse constante, forcément la moyenne d'une constante, c'est la constante elle-même. Ça veut dire que la vitesse moyenne est tout simplement représentée ici par la pente du graphe ici, obtenu à vitesse constante. Donc ceci est important pour la suite. Quand je vais faire le rapport Y sur T ici, donc Y de TF sur TF, je vais tout simplement obtenir un nombre qui représente la pente du graphe à vitesse constante ici. Si Y de TF est grand, pour un TF donné, forcément la pente sera plus grande. Si Y de TF est plus petit, la pente est plus petite. On voit bien que ceci représente tout simplement la pente qu'on obtient en prenant une droite qui relie le point final ici au point initial 0, 0. Ceci est très important à comprendre pour la suite. On voit que la notion de vitesse moyenne est bien donc donnée par cette pente-là. Je répète pourquoi. Parce que les deux coccinelles dans les deux situations ont bien la même vitesse moyenne et que la deuxième coccinelle ici a une vitesse moyenne qui est sa vitesse propre, puisque sa vitesse ne change jamais, sa vitesse moyenne c'est forcément sa vitesse, et que la vitesse est bien représentée par la pente. Voilà. Donc ceci va nous mener doucement à la notion de vitesse instantanée. Pour y arriver, en fait, on va tout simplement généraliser un petit peu cette notion de vitesse moyenne. Plutôt que de prendre la vitesse moyenne qu'on a ici pour la position finale, correspondant donc au temps TF, je peux très bien m'intéresser à la vitesse moyenne sur un intervalle de temps plus petit. Je peux très bien dire que je m'intéresse à la position de la coccinelle ici. Quelle était sa vitesse moyenne sur l'intervalle de temps ici qui l'a amené ici à sa position maximum ici. Alors dans ce cas-là, je vais prendre un temps final plus petit. Je vais considérer que l'intervalle de temps va de 0 au temps final, cette fois-ci plus petit. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Je vais placer le temps TF ici, et cette fois-ci la distance parcourue, c'est celle-ci. C'est une distance parcourue qui, divisée par le temps mis pour la parcourir, va me donner une vitesse moyenne, exactement comme celle-ci, mais cette fois-ci elle sera différente bien sûr. On voit qu'ici la pente était plus élevée que la pente moyenne ici, et bien sûr, quand je vais calculer la vitesse moyenne, qui est bien sûr la vitesse de déplacement à vitesse constante qui amène au même résultat, Y de TF sur TF pour cette vitesse constante me donne bien la pente ici de la droite verte. Donc voilà, ceci est une généralisation donc, de la notion de vitesse moyenne. Je l'ai prise sur un intervalle différent, plus petit en l'occurrence. Et ça, je peux encore le généraliser. Je peux très bien prendre la mesure de la vitesse moyenne sur un intervalle de temps qui ne commence pas en 0. Je peux très bien commencer pour un temps initial. J'ai introduit le temps initial. Ici, le I, là, c'est pour initial. Je vais mesurer la vitesse du mobile d'un temps initial à un autre temps final. Alors ce temps TI correspond à une certaine position, que j'appelle forcément Y de TI. Je suis supposé, rappelle-toi, je suis supposé connaître la fonction Y de T. Et je vais m'arrêter ici au temps TF. Mon intérêt ici, c'est le calcul de la vitesse moyenne sur l'intervalle de temps compris entre TI et TF. Alors à ce TF correspond une certaine valeur Y de TF, forcément. Et donc, la distance parcourue, ce sera forcément la différence entre Y de TF, qui est cette distance-ci, moins Y de TI, qui est cette distance-là. Si je fais la différence de ces deux distances, j'obtiens bien sûr ici une différence de Y de TF moins Y de TI, que je vais appeler donc delta Y, c'est le delta Y qui est écrit là.
Ceci représente bien la distance parcourue sur l'intervalle de temps qui va de TI à TF. Je suis bien passé de TI à TF, ici avec la variable temps. Et donc voilà, l'intervalle de temps, j'en ai besoin forcément pour calculer la vitesse moyenne. Je dois prendre la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir, et ça je vais l'appeler tout simplement delta t. Delta t, c'est l'intervalle de temps, c'est TF moins TI. TF, c'est cette distance-là sur l'axe des temps, TI, c'est cette distance-là. Quand je fais TF moins TI, il me reste forcément delta t. Et donc la vitesse moyenne sur l'intervalle TI-TF, c'est tout simplement le delta Y sur delta T. Delta Y et delta T étant définis ici. Voilà. Alors, ça forcément, ça me donne la notion de vitesse moyenne, comme je le disais. Si la coccinelle s'était promenée à vitesse constante entre TI et TF, et si elle avait parcouru la même distance delta Y, elle aurait fait ce petit graphe-ci, elle aurait eu la même vitesse moyenne. On retombe sur cette notion de vitesse moyenne qu'on avait donc tout à l'heure. Alors cette vitesse moyenne, bien sûr, elle va dépendre de l'intervalle qu'on prend. Si je prends un intervalle plus grand, ici je vais choisir un TF'. Le TF' plus grand que TF, ça veut dire que je suis ici sur un point un peu plus éloigné sur la courbe. On voit que la vitesse moyenne ici a changé. On voit qu'elle est plus petite en l'occurrence, la pente ici est plus faible, la vitesse moyenne sur cet intervalle-là est plus petite. Voilà, donc on voit qu'on est encore assez éloigné de cette notion de vitesse instantanée, on voit qu'on a la notion de vitesse sur un intervalle. Et on voit que cette vitesse va dépendre précisément de cet intervalle, ce qui est logique, puisqu'on a une fonction qui est relativement compliquée ici. Donc voilà, pour arriver bien sûr à la notion de vitesse instantanée, tu l'as déjà compris, il suffit de diminuer l'intervalle ici. On va tout simplement prendre un intervalle qui est plus petit, de manière à cerner ici une période de temps qui est plus petite et qui va nous conduire à cette notion de vitesse instantanée. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'ai rapproché TF de TI, et à ce moment-là, les deux points ici sont très très proches. Alors pour la suite, il est très important de comprendre que quand on fait ça, quand je rapproche les deux points ici, je vais regarder ici la courbe de beaucoup plus près. Quand on regarde une courbe de très près, en fait on ne voit plus qu'elle est courbe. Il est très important de comprendre ça, pour que tu comprennes bien ça. Donc voilà, oui, j'ai oublié de dire que le rapport de delta Y sur delta T donnera toujours la vitesse. Mais pour que tu comprennes bien l'idée de la disparition de la courbe quand on regarde de près, je te montre ici une ligne de chemin de fer avec une très très belle courbe. Cette courbe, on la voit parce qu'on est loin de la ligne de chemin de fer, mais si maintenant je la regarde de très près, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le rail de très près, et si je le regarde de très près, sur une distance de l'ordre du mètre, je ne vois absolument plus qu'il est courbe, bien entendu. Et ceci est d'autant plus vrai que je regarde de près. Si maintenant je m'avance avec une loupe et que je regarde à l'échelle du millimètre, forcément, toute la courbure aura disparu, tout simplement. C'est donc ça qui se passe ici. Si je regarde ceci de très près, la courbure a tout simplement disparu. Et ceci, c'est important, parce que quand on va calculer la vitesse qui est donnée par le rapport de la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir, delta Y sur delta T, c'est bien ça que ça représente. Mais quand on va le calculer, on voit qu'on aura quelque chose qui sera indépendant du choix de l'intervalle de temps. Et ça devient quelque chose d'intéressant. Ici, j'ai pris un intervalle de temps qui est plus grand, j'aurai un delta Y qui sera d'autant plus grand, bien sûr, mais la proportion entre delta Y et delta T sera toujours la même, pour la simple et bonne raison que les deux triangles que j'ai ici, là le petit, maintenant le grand, sont des triangles semblables. Puisque j'ai une droite ici, j'ai forcément les mêmes angles ici et ici, ce sont bien des triangles semblables. Et on sait bien que les triangles semblables ont les mêmes rapports entre leurs côtés ici. Delta Y sur delta T sera indépendant de l'intervalle choisi ici pour le delta T. Alors bien sûr, ceci c'est un petit peu arbitraire. Qu'est-ce qui me dit que le delta T que j'ai choisi ici est suffisamment petit pour avoir ici une valeur de la vitesse qui va être indépendante du choix de delta T, qui me donnera donc une vitesse à un instant donné. Qu'est-ce qui me dit ça? Rien en fait. Il n'y a rien qui me dit que la fonction Y ne varie pas très rapidement. Voilà, si la fonction Y varie très rapidement, j'aurai ici une fluctuation de la vitesse sur le temps delta T que j'ai choisi. Et donc là, on va de nouveau retomber avec cette notion de vitesse moyenne. On voit qu'on n'a de nouveau pas la vitesse instantanée. Alors pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire la notion de limite. On va travailler
avec des valeurs de delta t qui tendent vers 0. C'est-à-dire que je vais prendre des valeurs de delta t qui peuvent être arbitrairement proches de 0. Et donc même si la fonction a des variations très rapides, comme je prends un delta t qui tend vers 0, comme je l'indique ici, mais je pourrais toujours cerner la courbure ici de très très près, d'aussi près que je le veux, pour voir disparaître la courbure. Et c'est donc ce que je vais faire ici. Delta t tend vers 0, donc même si ma variation de vitesse est très grande, je vois ici que je pourrais toujours venir cerner une portion du graphe ici de la fonction y de t qui sera considérée comme tout simplement une ligne droite. Voilà, alors ça c'est la notion d'infinitésimale. Delta t devient de cette manière-là une grandeur infinitésimale. Quand on dit infinitésimale, tu dois le comprendre comme étant une grandeur aussi proche qu'on le veut de 0. Ici, c'est très important de le faire parce qu'on ne peut jamais garantir que la fonction y de t ne présente pas des fluctuations très rapides. Et si on dit que delta t est aussi proche qu'on veut de 0, on pourra toujours trouver un petit intervalle ici qui sera beaucoup plus petit que la distance caractéristique ici des fluctuations de la vitesse. La vitesse est grande ici, la vitesse est faible ici. Ça a lieu sur une distance relativement grande par rapport à delta t. Voilà. Donc ça, c'est la notion d'élément infinitésimal. Et bien sûr, si delta t est arbitrairement petit, c'est-à-dire est infinitésimal, ça veut dire que delta y aussi le sera, bien sûr. Si delta t est petit, forcément delta y devient tout petit ici. Ce qui est rassurant d'ailleurs, parce que si delta t tendait vers 0 tout seul, la vitesse ici, elle tendrait vers l'infini, bien sûr. Quelque chose qui tend vers 0 au dénominateur donnerait un résultat qui tend vers l'infini. Et donc, ce n'est pas le cas. Y tend aussi vers 0. Et ça, c'est très important. On va voir ici donc quelque chose qui est un petit peu difficile à appréhender, parce qu'on va se rapprocher de quelque chose qui est un 0 sur 0. Qu'est-ce que c'est que ce 0 sur 0 On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Alors pour ça, il faut bien comprendre le fait qu'une fois qu'on regarde les choses de très près, ce qui est supposé être le cas, delta t tend vers 0, delta y tend vers 0, ça veut dire qu'on regarde une courbure ici de très près, cette courbure a disparu, on a une ligne droite. Et quand on a une ligne droite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et qu'on calcule le rapport de la distance parcourue sur le temps mis pour la parcourir, on calcule tout simplement les rapports ici des côtés d'un triangle rectangle avec une pente unique ici, quelle que soit la valeur de delta t, j'aurai toujours le même rapport entre delta y et delta t. Ceci est l'élément clé pour bien comprendre ce que c'est qu'une dérivée. Je vais diminuer ici delta t y va donc diminuer forcément. Et ce qui est important et ce qui est essentiel même de comprendre, c'est que le rapport de delta y sur delta t est resté le même. Ici, j'avais un delta y ici, j'avais un delta t là. Le rapport entre ces deux côtés, celui-ci et celui-ci, sera forcément le même que le rapport entre ces deux côtés-là, puisqu'on a les triangles semblables, les proportions sont tout simplement gardées. Et je pourrais bien maintenant tendre vers 0 aussi proche que je le veux. Je peux très bien continuer à diminuer ici delta t, j'aurai toujours des triangles semblables qui me donneront des delta y sur delta t qui auront toujours la même valeur. Et quelle valeur est-ce que ce sera? Ce sera tout simplement la valeur donnée par la pente qui est ici, c'est-à-dire la vitesse moyenne entre les deux points que j'ai ici, mais ces deux points se rapprochent de plus en plus et je pourrais donc parler de vitesse instantanée. Alors mathématiquement, le fait de passer à cette limite pour delta t tendant vers 0, on va l'écrire. On va tout simplement dire que le rapport de delta y sur delta t est considéré pour delta t tendant vers 0. Donc lim ici est tout simplement là pour limite. C'est la limite pour delta t tendant vers 0 de ce rapport. Et ça me donne la vitesse que je peux donc appeler la vitesse instantanée, tout simplement. Je retrouve la notion de vitesse instantanée, je mets le temps ti ici, je peux le faire effectivement, ce n'est plus une vitesse qui est réellement donnée sur un intervalle, puisque cet intervalle ici tend vers 0. L'intervalle d'état t tend vers 0, ça veut dire que tf est arbitrairement près de ti, et donc je peux dire que ceci est la vitesse au temps ti. Je ne sais plus réellement faire la différence entre tf et ti. Et donc voilà, ceci me permet en fait donc d'arriver à cette notion de vitesse instantanée. On a ici donc déjà la notion de dérivée. Mais avant de continuer ici, je vais faire un petit peu
de nettoyage ici, plutôt d'abord expliquer un petit peu les choses, parce que je dis que c'est la notion de dérivée, mais pour que ce soit une notion de dérivée, il faut arriver forcément à la calculer, et ceci est assez abstrait, on a un delta y sur delta t, mais effectivement, on peut montrer, et je te montrerai ça dans les séquences qui suivent, qu'on peut effectivement, à partir de cette expression-ci, calculer le v de t, ici la fonction v de t, quand on connaît la fonction y de t. Alors pour ça, il faut bien comprendre que le delta y qui est ici est forcément lié au delta t. Et pour ça, je réécris ici la définition de delta y. Delta y, c'est le petit intervalle ici, c'est la distance parcourue entre le temps ti et le temps tf, c'est donc bien y de tf moins y de ti, tel que c'est écrit ici. Et donc je peux expliciter ça en disant tout simplement que tf, c'est ti plus delta t. Je vais tout simplement m'affranchir ici de tf de manière à exprimer delta y en fonction de delta t. Et donc je vais remplacer tf par ti plus delta t. C'est donc ce que je vais faire ici. Je vais écrire le delta y ici qui vaut y de tf moins y de ti. C'est y de ti plus delta t, puisque tf c'est bien ti plus delta t, forcément. Ti plus delta t, ça me donne bien tf. Et forcément, moins y de ti, ça c'est resté la même chose. Et maintenant, j'ai une expression ici où je vois effectivement que le delta y est dépendant de delta t. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand delta t tend vers 0, forcément, le numérateur aussi ici tend vers 0. Quand delta t tend vers 0, y de ti plus delta t, ça tend vers y de ti, c'est-à-dire vers 0 ici. Le numérateur tend bien vers 0. Tout ça est bien cohérent. Et donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement supprimer ici le i. Le ti ici n'est plus nécessaire en fait, puisque ti je peux le choisir comme je veux, forcément. Je pouvais choisir le temps initial où je voulais. Et donc je vais généraliser cette expression en enlevant le petit i ici et en disant que j'obtiens ça pour n'importe quel temps t. Et donc le temps ti, je vais le remplacer par t. Tf ici, je vais l'écrire tout simplement t plus delta t. Je vais enlever tout simplement le ti ici, ce sera t plus delta t. Je vais faire la même chose ici, tf c'est t plus delta t, ti c'est t, voilà, c'est tout simplement ça. Et je vais faire la même chose ici, je supprime le i, de manière à obtenir une expression un peu plus légère qui me montre clairement que j'ai obtenu ici une fonction v dépendante du temps. C'est la fonction v de t qui est en fait la dérivée de la fonction y. Et ceci est tout simplement la définition de la dérivée de la fonction y de t. Voilà. Alors, avant de conclure ici, je vais introduire d'autres notations. Cette notion de limite ici n'est pas très confortable. C'est même des fois lourd à écrire quand il faut calculer des dérivées sur papier. Donc voilà, on va s'en affranchir. En fait, on va tout simplement introduire une nouvelle notation. On va décider que quand delta t tend vers 0, alors on peut remplacer delta t par une nouvelle notation ici qui est tout simplement dt. Donc ça me permet de m'affranchir ici de l'écriture de cette limite. Et le delta t devient tout simplement dt. Donc comprends bien ce que je dis ici. Quand delta t tend vers 0, je vais le remplacer par dt. Et ça me permet d'éliminer ici la limite. Dans l'écriture dt, il est implicite que dt est arbitrairement petit, arbitrairement proche de 0, aussi proche de 0 que je le veux. De manière, rappelle-toi, à avoir ici un segment de droite plutôt qu'une courbure. Ça permet de définir la vitesse parfaitement. C'est la vitesse instantanée au temps t qu'on va avoir. Voilà. Alors, le y de t plus dt moins y de t, on va être cohérent, on va appeler ça forcément dy. Avant, on l'appelait delta y, mais maintenant, je vais l'appeler dy. C'est devenu une grandeur arbitrairement petite, une grandeur infinitésimale qu'on va appeler en fait la différentielle. C'est la différentielle de y, tout comme ceci, c'est la différentielle du temps. C'est ça comme ça que j'ai défini ici. Quand delta t tend vers 0, le delta t devient égal à dt, et dt s'appelle la différentielle du temps. Alors différentielle, tu entends le mot différence dedans, ça remplace tout simplement cette idée de différence. Ici on avait une différence qu'on appelle finie, qui tendait vers 0 et qui devient donc infinitésimale. Et quand elle est infinitésimale, on l'appelle donc la différentielle. La différentielle de la variable temps, la différentielle de la fonction y. Et avec ça, je peux regarder ici maintenant à la loupe ici, ce que je fais, je peux représenter le dt comme étant un tout petit intervalle de temps. En réalité, je ne pourrais pas le représenter parce qu'il est aussi proche de 0 que possible. Et le delta et le dy ici
de même. Mais n'empêche, le rapport de dy sur dt va donner ici la pente de la fonction, qui est donc la dérivée. Et donc si j'introduis dy et dt ici, ben, le delta y sur delta t devient tout simplement dy sur dt. Et on a ici donc l'écriture de la dérivée de la fonction y par rapport au temps. C'est le taux de variation de la grandeur y qui représentait la distance parcourue par rapport au temps, c'est bien la vitesse. Voilà, il est temps de faire une synthèse maintenant. On a donc vu ce que c'est que la dérivée. La dérivée, c'est tout simplement cette grandeur-ci. C'est un rapport de deux différentiels. On est parti de la notion de différence qui permettait de définir la vitesse moyenne. Quand je prenais la distance parcourue divisée par l'intervalle de temps nécessaire pour parcourir cette distance, j'obtenais bien une vitesse. Mais ça, c'était une vitesse moyenne qui n'était pas une vitesse instantanée. Ici, j'ai réduit cette différence à une différentielle, à un élément infinitésimal. J'ai fait le rapport de delta y qui est devenu dy sur delta t qui est devenu dt, et j'ai obtenu donc la vitesse instantanée. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle la dérivée. Ceci est la dérivée de la fonction y de t. Alors voilà, je rappelle ici les définitions. On peut définir donc la dérivée de y par rapport au temps ici comme étant la limite pour delta t tendant vers 0 de y au temps t plus delta t moins y au temps t, le tout divisé par delta t. Et on peut s'affranchir de la limite ici en introduisant directement le delta ici sous forme d'un élément infinitésimal, sous forme de la différentielle de la variable temps. Et c'est bien ceci. Quand on a le dy ici, il faut bien comprendre dy comme étant la différence entre y au temps t plus dt moins y au temps t. Ceci est très important pour comprendre l'écriture ici de la dérivée, pour bien comprendre sa signification. Il faut bien se rappeler que ce dy, c'est bien y au temps t plus dt moins y au temps t. Et on divise bien sûr le tout par dt pour obtenir la dérivée. Voilà. Alors ce qui est très important de comprendre également, c'est que la dérivée est une fonction. Je l'ai bien mis ici. V est fonction du temps. Et je l'ai représenté ici. En tout cas, j'ai représenté son graphe. Alors on peut expliquer son graphe ici, on peut expliquer cette forme-là, mais avant de faire ça, je vais insister sur le fait que V de t a des dimensions qui sont différentes de y. Ceci est très important. Si je pars avec des centimètres ici et des secondes pour le temps, voilà, forcément, la vitesse est donnée en centimètres par seconde. On le voit ici. Si y est donné en centimètres, la différence des valeurs de y en dt et en t, ce sera forcément aussi des centimètres. Et si le temps est donné en secondes, la différence entre le temps initial et le temps final, c'est-à-dire dt, sera donné en secondes. C'est bien des centimètres par seconde. C'est très important de garder ça à l'esprit. Alors voilà, je vais expliquer le graphe de la vitesse ici. Alors c'est très qualitatif ceci bien sûr. Pourquoi est-ce que ce graphe a cette allure-là? Tout simplement parce que ici je démarre avec une pente importante. Si la pente est importante, ça veut dire que la vitesse est importante. Et si la vitesse est importante, je mets ici le fait que la vitesse est une grande valeur. Ok. Pour ce temps-là, en tout cas, représenté par la ligne pointillée, la vitesse est importante. Maintenant, je me déplace et je vois ici que la pente est plus faible que tout à l'heure. Si elle est plus faible, je suis obligé de me rendre compte que maintenant, j'ai une valeur de vitesse qui est plus faible que là. Et je peux comme ça continuer. Je vois que j'arrive ici au maximum. Au maximum, j'ai une pente qui est tout simplement nulle. Je suis sur l'horizontale. Ici, t a beau varier, je n'ai aucune variation de y, c'est bien représenté par ici. Le taux de variation de y en fonction du temps est tout simplement nul à cet endroit-là. Je peux faire varier le temps ici, y ne varie plus. C'est représenté par sa dérivée qui est nulle, tout simplement. Et quand j'arrive ici, j'arrive à quelque chose qui sera négatif. Ici, on a une pente qu'on peut voir comme étant négative, et ça correspond à cette valeur négative ici. Alors, une valeur négative pour la vitesse, ça peut paraître bizarre, mais c'est très facile à comprendre. Voilà, je vais reprendre ici les différences, plutôt que les différentiels, pour que les choses soient claires. J'ai le temps tf, j'ai le temps ti, j'ai l'intervalle de temps delta t. Ça correspond, le temps tf ici correspond à un y de tf qui est plus petit que le y de ti. Au temps initial, j'avais une distance parcourue qui était plus grande, puisque la coccinelle était revenue en arrière. Et donc je vois bien que quand je vais faire la différence ici, j'aurai bien y de tf moins y de ti qui sera bien
une grandeur plus petite que 0. Et donc j'aurai bien un rapport delta y sur delta t qui sera plus petit que 0. Et ça reste vrai bien sûr quand on passe à la limite pour delta t tendant vers 0, c'est-à-dire quand on passe au rapport des différentiels plutôt qu'au rapport des différences. Et ça explique donc pourquoi j'ai bien une valeur négative ici de la vitesse pour ce temps particulier représenté par la ligne pointillée. Voilà. Alors maintenant, je peux généraliser tout ça. Hein. Je fais ça dans un contexte particulier, qui était le contexte donc du déplacement d'un mobile. Voilà, c'était particulier, comme je l'ai dit. On peut faire ça pour n'importe quelle fonction, bien sûr, du moment qu'on a une fonction qui représente donc un lien entre une grandeur et une autre. La fonction f de x que j'avais au début, je vais y revenir. On peut faire exactement la même chose. Donc à la place de y, je vais mettre en toute généralité une fonction f quelconque. Et pour la variable t, je peux dire que c'est une variable x quelconque. Je n'ai pas besoin nécessairement d'étudier une grandeur qui dépend du temps. Ça peut être autre chose que le temps. Hein, je ne sais pas, moi, on pourrait prendre par exemple la surface d'un carré. La surface du carré dépend de la longueur du côté du carré. Hein. La surface est donnée par x au carré. Si x est la longueur du côté, voilà, c'est une fonction comme une autre. À ce moment-là, c'est x qu'on aura ici et pas le temps. Voilà, je le mets. Hein, ceci me permet vraiment de généraliser la notion de dérivée à tout lien entre deux grandeurs, l'une appelée f, l'autre appelée x. Et donc le temps ici, je vais le remplacer par x, et partout je vais faire la même chose. y est remplacé par f, t est remplacé par x, et forcément le dt ici devient un dx, ça devient un petit intervalle ici, qui tend vers 0, tout simplement. Et je peux faire la même chose, bien sûr, dans les définitions ici, tous les y peuvent devenir des f, tous les t peuvent devenir des x, et je vois apparaître ici la définition de la dérivée de manière tout à fait générale. J'ai bien fait une généralisation de ce qu'on vient donc de voir. Voilà. Alors, voilà, bien sûr, hein, je viens de faire apparaître ici une nouvelle notation. V de t n'a plus lieu d'être, bien sûr. Hein, si x ici ne représente plus un temps, si f ne représente plus nécessairement une distance, hein, je prenais la surface d'un carré, par exemple, tout à l'heure, ça n'a plus rien à voir avec une distance. On n'aura absolument pas de vitesse ici, bien sûr. On va tout simplement avoir le taux de variation de f en fonction de x. Et ça, c'est ce qu'on va donc appeler la dérivée. On va la noter f' bien souvent. C'est comme ça qu'on note la dérivée. F' de x représente tout simplement l'équivalent de la vitesse auparavant, c'est-à-dire le taux de variation de f en fonction donc de x. C'est la dérivée de f par rapport à x. Alors c'est une notation que je vais introduire ici sur le graphe. C'est malgré tout une notation dangereuse, parce qu'elle est très très proche de la notation de la fonction elle-même. On ne sent pas là notamment qu'il y a des unités, des dimensions qui sont différentes entre f et f'. Tout à l'heure, j'avais dit que la vitesse était donnée par des centimètres par seconde. C'était les unités de f divisées par les unités de x qui étaient un temps. F, c'était y, c'était des centimètres. C'était bien des centimètres par seconde que j'avais. Ce sera la même chose ici. F' aura des dimensions qui seront les dimensions de la fonction f qui sont représentées entre crochets. Ici, c'était les centimètres que j'avais tout à l'heure. Et ici, ce sera divisé donc par les dimensions de x qui étaient les secondes qu'on avait tout à l'heure, donc c'est devenu maintenant les dimensions de x qui peuvent être ce qu'on veut. Ce sera tout simplement les dimensions de la grandeur physique représentée par x. Et donc il faut bien avoir ça en tête, la f et f' n'ont pas les mêmes dimensions. Cette notation-ci est donc dangereuse parce qu'elle ne contient pas explicitement ce fait. Quand on écrit la dérivée comme ceci, les choses sont beaucoup plus claires. On y voit l'interprétation de la dérivée. On voit que c'est un rapport de différentiel ici. Et on comprend bien qu'il s'agit d'une grandeur d'unités différentes. Voilà. Alors, dans les séquences qui vont suivre, tout ceci te semble encore sans doute très abstrait puisque je n'ai pas encore fait d'application de ça, je n'ai pas encore calculé de dérivée. Et dans les séquences qui vont suivre, en fait, je vais utiliser cette définition-ci de la dérivée pour calculer des dérivées de fonctions connues. Je prendrai des fonctions simples et on verra que grâce à cette définition ici, on peut toujours calculer la dérivée d'une fonction. Voilà, on verra ça dans les séquences donc, qui vont suivre. Donc voilà, ce sera tout pour maintenant. Je vais juste terminer sur une note historique. Cette notion de dérivée a en fait été introduite par Leibniz et Newton. Ce sont deux scientifiques donc, qui ont travaillé à cheval sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Ils étaient contemporains, comme tu peux le voir.
Et voilà, ils ont tous les deux donc parallèlement développé cet outil mathématique qui n'est pas nécessairement la dérivée. Hein. Ils ont tout simplement introduit cette notion d'élément infinitésimal de différentiel. En gros, ils ont introduit ce qu'on appelle le calcul différentiel. Et Newton, grâce à cet outil mathématique, a réussi à résoudre des problèmes extraordinaires. Hein. Il a découvert la loi de la dynamique que tu connais, F égale ma, grâce à ça. Et il a aussi découvert la loi de la gravitation universelle. Hein, tout ça pour te dire l'importance de ce concept de dérivée. Voilà, c'est ici que ça se termine. Merci pour ton attention.